Donc ce deuxième tutoriel est consacré à la modélisation multiphysique. Donc on va s'intéresser ici en fait à l'approche multiphysique d'un four. Donc je me suis inspiré pour ce système du livret XCOS dans lequel on propose la modélisation d'une régulation d'une maison. Voilà, donc je me suis inspiré en fait de ce modèle-ci. Qui correspond tout simplement à la régulation de température d'une maison. Voilà, donc en fait on s'intéresse ici à la fonction maintenir en température le four. Donc on a une chaîne d'énergie avec les fonctions traditionnelles et une chaîne d'information. Donc le modèle correspondant est celui-ci, avec la source de tension, un relais statique qui est commandé, une résistance chauffante, une capacité thermique, la résistance thermique des parois. On simule ici une température d'ambiance, un capteur de température ici. On affiche la température sur un scope cadencé par une horloge. Donc on retrouve une petite interface ici de routage du signal bleu vers le signal noir. Et puis ici simplement la chaîne d'information avec une consigne à 180 degrés. Et puis un comparateur suivi d'une régulation tout ou rien avec un hystérésis, un différentiel statique. On pourrait aisément en fait remplacer cette fonction par une régulation PID. Alors là en fait on a les deux types de modélisation. La partie du bas c'est une modélisation acausale et partie du haut c'est une régulation causale avec des fonctions traditionnelles dont la sortie dépend des entrées. Donc voilà le modèle multiphysique dans Scilab XCOS. Donc on va passer en revue en fait les différents éléments, voir un peu comment on les paramètre. Donc ici en fait je clique dessus, j'ai la possibilité de définir le type de signal de ma source de tension. Ici moi je suis sur un signal constant, continu, donc je suis en 0, mais vous avez la possibilité de mettre un échelon, une rampe, un sinus, c'est comme vous voulez. Je fais OK et j'indique ici sa tension, donc 230 volts par exemple. Alors ici à chaque fois qu'on valide il fait une petite rotation, ce qui est un peu désagréable. CTRL R, ce qui permet de le ramener dans le bon sens. Ensuite sur la résistance chauffante, une petite précision concernant ceci. Alors évidemment normalement on est sur une tension monophasée, donc c'est plutôt 230 volts efficace qu'on devrait mettre. Ceci dit, si on veut avoir une simulation digne de ce nom et qu'on se met en 50 Hz, il faudrait échantillonner une fréquence élevée qui va pas être compatible, ou enfin elle sera compatible mais difficilement compatible quand même avec la constante de temps liée au phénomène thermique, si bien qu'on aura un temps de calcul qui est très long. Donc le plus simple dans un premier temps, il me semble, c'est de passer sur une tension continue pour voir rapidement la réponse sans passer un temps fou sur le calcul de la réponse. Ensuite sur le relais statique, bon, rien de particulier à paramétrer. Sur la résistance chauffante, moi je l'ai fixé à 17 ohms. Température de référence, donc c'est 300, je mets 300 degrés, donc c'est 300 Kelvin. Peut-être beaucoup, ça fait 27 degrés. Bon, on peut la descendre un petit peu. Et le coefficient de température, pour l'instant moi je dis simplement que ma résistance ne varie pas en fonction de la température. Sur la capacité thermique du four, alors ce qu'on paramètre c'est bien la capacité thermique et non pas la capacité thermique massique. Donc si vous aviez une pièce à modéliser en termes de capacité thermique, il faut trouver la capacité thermique massique du matériau ou de la matière et multiplier par sa masse, ce qui est indiqué ici. La résistance thermique, attention petit piège, c'est pas la résistivité ou la résistance en ohms tout simplement qu'on règle, c'est la conductivité thermique du matériau. Donc plus j'augmente la conductivité thermique, bien évidemment, plus la résistance diminue.
Ici, je simule une température d'ambiance, donc 20 degrés par exemple. Ici, il n'y a rien à configurer. Ici, on clique, on fixe la valeur qu'on souhaite mettre. Il y a possibilité de mettre un signe moins si toutefois l'information est négative. On le rencontrera en particulier sur des couples résistants quand on fera la partie mécanique. Pour simuler un couple résistant, forcément, il faudra le mettre négatif. Il s'oppose à la vitesse. Ensuite, le comparateur, il n'y a rien. De mémoire, il n'y a rien. Si, il y a ceci, pardon. Ici, c'est un... On va tout simplement soustraire cette grandeur-là à celle-ci. Donc, il faut que celle-ci porte le signe moins. Donc, on va l'affecter d'un moins ici au niveau du 1. Voilà. Sur l'hystérésis, switch on, switch off, c'est le différentiel statique. À plus 2 degrés, à plus 2, moins 2, ce qui correspond à plus 2 degrés, moins 2 degrés pour nous. Voilà. Et puis on peut, on peut pas commencer la simulation. Première chose à faire, c'est de se fixer ici un temps de simulation. Donc le temps de simulation ici pour moi est fixé à 350 secondes. Ceux-ci on les laisse pour l'instant en tout cas par défaut. Le solver mathématique on le laisse également comme ceci. Donc j'ai bien fixé 350 secondes de simulation. Ici je vais demander un échantillonnage. Donc la période d'échantillonnage je vais mettre à 1 seconde. Si bien que si ma simulation dure 350 secondes, à raison de 1 seconde d'échantillonnage, il va me falloir ici dans le scope un buffer en fait, donc une zone mémoire tout simplement de minimum 350 secondes. Donc je peux laisser à 1000, pas de souci, mais il faut pas être en dessous de 350. Le temps de rafraîchissement, la période de rafraîchissement qui est en secondes, pareil, il faudrait que je la mette à 350 minimum si je veux avoir l'intégralité de ma réponse. Je peux la laisser à 1000, ça pose pas de souci. Vous avez la possibilité également d'affecter un nom au scope. Voilà. On va passer en simulation. Donc je clique, pardon, je suis allé un peu vite. Alors je vais faire OK. On clique sur le petit triangle ici pour passer en simulation. Donc ici, il simule, c'est indiqué en bas à gauche. Faut patienter. Et il me trace la réponse en température. Donc jusqu'à ce point-ci, effectivement, aucune régulation. On est pleine puissance. Et puis ici, on voit tout simplement l'oscillation du signal lié à la boucle de régulation. Tant que j'y suis, concernant les scopes, vous avez la possibilité, alors avec ma version c'est un peu plus simple, c'est la version 5.0. Je peux basculer en mode d'édition, puis double-cliquer ici et mettre température en degrés Celsius. Voilà. Je peux faire pareil pour le temps, etc. Je peux agrémenter mon graphe. Ceux qui sont sur la version 5.4.1, par contre, vous ne pourrez pas le faire, cette icône n'existe pas, vous ne pourrez pas le faire comme ça. On fera édition, propriété de la figure, ça s'ouvre. Et puis ici, vous avez la possibilité de donner des noms à la figure. Donc ici, ça s'appelle température, c'est celui-ci, température en degrés C, c'est ce qui apparaît là. Donc nous, ce qui nous intéresse peut-être prioritairement, ce sont les axes. Alors, hop, je vais aller un peu vite. Vous avez l'axe des X, des Y. Alors, attention, petit piège. Il y a guillemets ouvrant, guillemets fermant. Donc, en fait, il faut ici, si je veux mettre le temps en secondes, je le situe bien entre les guillemets. Un petit clic sur la courbe et ça s'affiche. On peut également mettre un titre. Pareil. Donc, évolution de température. Voilà, je clique, ça apparaît. Voilà, je quitte ceci et vous avez ensuite la possibilité d'enregistrer votre graphe ou de l'exporter, tout simplement. Voilà. Donc en fait, je vais arrêter là sur ce tutoriel. Bon, c'est pas très compliqué, effectivement.
Et le second tutoriel va être consacré à l'étude de la chaîne d'énergie simplement. Donc on va enlever ceci. Et puis on va essayer de voir un petit peu comment se comporte l'évolution de température si je change par exemple la valeur de la résistance thermique, si je change la valeur de la capacité thermique et puis également la résistance électrique du four. On pourra également jouer sur la tension d'alimentation du four. Voilà, ça fera l'objet du troisième tutoriel. Voilà, j'arrête là.